National. Merci, M. le Président. Le fédéral a une dette de 460 millions de dollars envers les Québécois pour l'accueil des demandeurs d'asile, dont le fédéral est responsable. Mais le fédéral ne veut pas payer. Il y a même l'arrogance de carrément répéter qu'il n'est pas un guichet automatique. Sauf que son guichet, c'est notre argent qui est dedans, c'est pas le sien. C'est l'argent des contribuables et en grande partie des contribuables québécois. On y a droit à ces sommes-là. Alors, on a un gros problème. Le guichet marche pas. On n'est pas capable de sortir notre argent. Est-ce que la ministre des Finances va remercier les Québécois de leur générosité et rembourser le Québec? Voilà! Honorable ministre. Merci, M. le Président. Avec plus de 100 millions de personnes qui sont déplacées à travers le monde, on voit ces nombreux réfugiés un peu partout. La crise migratoire, elle est mondiale et le Canada ne fait pas exclusion. Et je peux vous assurer que notre ministre de l'Immigration discute et je suis tout à fait confiante qu'ils vont arriver à une entente avec la ministre de l'Immigration du Québec parce que oui, on reconnaît que le Québec a fait sa grande part, mais on est là aussi pour contribuer. Et dans les dernières années, c'est jusqu'à 450 millions de dollars qu'on a transféré à Québec juste pour loger les demandeurs d'asile. Alors, je suis tout à fait confiante qu'on va y arriver. Merci, M. le Président. L'honorable député de Joliette. Merci, M. le Président. On sait que la ministre discute avec Québec du remboursement des 460 millions pour les demandeurs d'asile. On lui rappelle encore une fois que l'argent dont le fédéral dispose, c'est pas son argent, c'est l'argent des contribuables, notamment ceux du Québec. Mais surtout, la différence, c'est que quand le fédéral paie, les Québécois paient leur juste part. Mais quand c'est Québec qui paie, les Québécois paient 100 % de la facture. On offre 100 % des services, on paie 100 % de la facture. Le fédéral n'offre pas de service puis il ne paye pas un sou. Tout le monde comprend que c'est pas équitable. Est-ce que la ministre des Finances va rembourser? L'honorable ministre du Revenu national. Merci, M. le Président. Encore une fois, notre ministre de l'Immigration est en discussion avec la ministre du Québec et je suis confiante qu'on va arriver à une entente. On contribue de façon très significative. C'est de l'ordre de 700 millions de dollars chaque année pour l'accueil des immigrants au Québec. 450 millions dans les dernières années pour les réfugiés, pour loger les réfugiés. Et pour les réfugiés, les demandeurs d'asile, j'aimerais dire, on fournit aussi la couverture médicale provisoire. On accélère le traitement des dossiers. On relocalise les demandeurs d'asile. On simplifie aussi l'accès au permis de travail. Alors oui, M. le Président, on fait notre part. Bravo. Honorable député de Joliette. On a ici un différend. Les Québécois accueillent la moitié des demandeurs d'asile du Canada au grand complet. C'est beaucoup plus que notre part, ça. Puis les Québécois, ils paient 100 % de cette facture-là. Là aussi, c'est beaucoup plus que notre juste part. C'est quasiment 5 fois trop. On va continuer de faire notre part. On va continuer d'être accueillants. Mais c'est pas vrai qu'on va accepter d'être les seuls à faire notre part et d'être les seuls à être accueillants. Est-ce que la ministre des Finances va rembourser les 460 millions qu'elle doit aux Québécois? Bravo! L'honorable ministre du Revenu national. Merci, M. le Président. Encore une fois, je suis tout à fait confiante que notre gouvernement et le gouvernement du Québec vont arriver à une entente. Et c'est vrai que les Québécois ont été très accueillants et on a travaillé ensemble. On a transféré jusqu'à maintenant 450 millions de dollars pour pouvoir loger les demandeurs d'asile. On assure la couverture médicale provisoire. On accélère le traitement de dossiers. On s'assure que les permis de travail sont émis rapidement aussi pour que ces gens-là puissent subvenir à leurs propres besoins. Et je vous assure, M. le Président, je suis très confiante, on va arriver à une entente. Merci. The honourable member for Haldimand. L'honorable député de Haldimand-Norfolk. Après 8 ans de ce gouvernement libéral néo-démocrate, les agriculteurs croulent sous le prix des taxes carbone punitives. Karen, une éleveuse de poulets de Haldimand-Norfolk, paie 350 $ par mois en taxes carbone. Quand les libéraux vont quadrupler la taxe, elle paiera 1 400 $ par mois. Le premier ministre va-t-il dire aux agriculteurs comme Karen comment elle doit payer la hausse de la taxe carbone? Devrait-elle refiler la facture alimentaire plus élevée aux Canadiens, produire moins, pour que les Canadiens soient forcés d'importer des aliments de fermes étrangères polluantes? L'honorable ministre des Changements climatiques et de l'Environnement. Monsieur le Président, c'est un peu paradoxal d'entendre les conservateurs parler des agriculteurs alors qu'ils ont voté contre les programmes agricoles la semaine dernière. Nous aidons les agriculteurs à assurer la transition pour se défaire de leur dépendance aux combustibles fossiles pour être plus concurrentiels. Que font les conservateurs? Ils votent contre. Les conservateurs disent qu'ils sont du côté des agriculteurs, mais malheureusement, leur bilan démontre le contraire. L'honorable député de Haldimand-Norfolk. Monsieur le Président, le fait de quadrupler la taxe carbone a des effets réels. Karen mérite d'avoir des réponses sur la façon dont elle devra payer les 1 400 $ en taxe carbone.
Le premier ministre dit que les agriculteurs travaillent fort pour protéger l'environnement, mais au lieu de les récompenser, le gouvernement libéral néo-démocrate les taxe jusqu'à la faillite. Le premier ministre s'attend-il à ce que les agriculteurs, comme Karen, devraient refiler la facture aux Canadiens ou produire moins pour que les Canadiens soient forcés d'importer des aliments de fermes étrangères polluantes? The Honourable Minister of Health. L'honorable ministre de la Santé. Monsieur le Président, nous savons que les conservateurs ont voté contre les agriculteurs, ils ont voté contre l'action climatique, mais ils ont également voté contre l'assurance dentaire. Ce sont 9 millions de Canadiens qui n'ont pas accès aux soins dentaires. On parle de centaines de milliers d'aînés qui, selon les conservateurs, ne méritent pas d'avoir des services de dentition. On parle de millions d'enfants auxquels les conservateurs diraient non, vous ne pouvez avoir des soins dentaires critiques parce qu'ils vont voter contre. Leur réel objectif, ce sont les compressions. Lorsqu'on va au-delà des slogans, tout ce qu'il reste, ce sont les compressions. The Honourable Member for Tobique. L'honorable député de Tobique-Mactaquac. Monsieur le Président, ce que nous avons fait, c'est d'indiquer notre manque de confiance envers ce gouvernement. Après 8 années de ce gouvernement néo-démocrate libéral, les Canadiens d'un océan à l'autre ont désespérément besoin d'aide. Un producteur de pommes de terre de chez nous a vu ses frais de transport passer de 1300 à plus de 1300 $ par année en raison de la taxe carbone. Aujourd'hui, les libéraux veulent quadrupler cette taxe, ce qui voudrait dire 1,2 million de dollars de plus en frais de transport par année. Comment le premier ministre recommande-t-il de payer cette augmentation d'1,2 million? En augmentant le prix pour les Canadiens, en réduisant la production pour que les Canadiens soient forcés d'importer des aliments de fermes ou de produits qui produisent des aliments sales? L'honorable ministre du Travail. Je pense que de ce côté-ci de la chance, nous voyons bien ce qui se passe. Nous voyons bien ce qui se passe. Ce n'était pas des votes contre les programmes gouvernementaux, c'était simplement des votes de non-confiance. À l'ordre, à l'ordre, à l'ordre. I'm just waiting for... J'attends pour que le ministre puisse terminer sa réponse. L'honorable ministre. En fait, on penserait que ce que les conservateurs viennent de faire, c'est tout ce qu'il suffit de faire. Les conservateurs ont voté contre tous les programmes. Et nous allons utiliser tout cela dans les réponses aux questions, dans nos annonces, dans nos publicités, dans nos communications avec les électeurs. The Honourable Member for New Westminster Burnaby. Le député de New Westminster Burnaby. Monsieur le Président, grâce au nouveau Parti démocratique, le gouvernement actuel a demandé une enquête publique sur les graves allégations d'ingérence étrangère. L'enquête doit porter sur le gouvernement indien qui aurait dirigé un programme mondial d'assassinat visant un Canadien sur le sol canadien. C'est très troublant et d'autres allégations sont ressorties également. Le ministre est-il d'accord avec le nouveau Parti démocratique pour dire que l'enquête publique devrait également porter sur l'ingérence du gouvernement maudit, y compris dans la récente campagne à la direction du Parti conservateur? La secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Comme le premier ministre l'a dit à la Chambre, la question est très grave. L'intégrité de la primauté du droit, c'est une importance capitale. Les organismes d'application de la loi, y compris la GRC, continuent de mener une enquête en collaboration étroite avec nos homologues américains et nous nous attendons à ce que le gouvernement indien collabore entièrement dans le cadre de cette enquête. Mais étant donné qu'il s'agit d'une enquête, nous n'allons pas en dire davantage. Le député de Skinner-Bulkley Valley. Cette semaine, le ministre de l'Environnement a dit au comité que nous devrions accélérer le rythme pour la lutte contre les dérèglements climatiques. Bon, ça vient du ministre qui est responsable du rythme auquel nous adhérons. Mais durant la COP28, il a dit qu'on devait se détourner des hydrocarbures. Mais ici, l'exploitation des hydrocarbures s'accélère. Et la politique de plafonnement des émissions n'entrera pas en vigueur avant 2026. C'est beaucoup trop lent, tout le monde le sait. Qu'est-ce que le ministre va faire pour accélérer la cadence? Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique.
Merci, Monsieur le Président. C'est rafraîchissant d'avoir une question qui porte sur la réalité des changements climatiques et de l'importance de lutter contre ce phénomène. Et je remercie le député de sa question. Oui, nous accélérons la cadence. Lorsque nous sommes entrés au pouvoir en 2015, les émissions grimpaient en flèche. Mais maintenant, nous avons ramené le tout au niveau de 2005. Et nous savons qu'il y en a beaucoup plus à faire. Et pourquoi l'année dernière seulement, nous avons introduit 6 nouvelles lois pour que le Canada atteigne ses cibles d'ici 2030. Le député de Winnipeg Centre-Sud. Monsieur le Président, les Autochtones qui vivent dans des zones rurales, urbaines et du Nord sont confrontés à des difficultés particulières. Pour accéder à un logement adéquat, ils ne peuvent bénéficier des aides accordées aux Autochtones vivant dans les réserves. Dans le cadre des budgets de 2022-2023, le gouvernement s'est engagé à co-élaborer une stratégie de logement autochtone pour les zones urbaines, rurales et nordiques afin de combler ces lacunes. La semaine dernière, cette Chambre a examiné le financement de la stratégie et les conservateurs ont voté pour réduire le financement. Est-ce qu'on peut dire ce qui est fait pour aider les Autochtones à se trouver du logement dans les zones urbaines, rurales et nordiques? La ministre au service aux Autochtones. Je remercie le député de Winnipeg Centre-Sud de sa question. La semaine dernière, c'était honteux de voir les conservateurs se lever pour voter contre toutes les mesures pour aider les Autochtones, que ce soit en santé, en éducation, en logement. Bon, ils jouent à des jeux politiques, mais ils jouent avec la vie des gens. Et voilà pourquoi nous étions emballés d'annoncer la prochaine étape, c'est-à-dire 4,3 milliards de dollars pour le logement autochtone. Et ce sera un projet pour les Autochtones, par les Autochtones. Le député de Peterborough-Kawartha. Housing Acres, c'est une exploitation familiale qui est en activité depuis les années 30 et cette année, ils vont payer 200 000 $ en taxes sur le carbone et ça va être quadruplé à l'avenir. Bon, ça semble très peu pour le premier ministre qui, lui, a un fonds en fiducie, mais c'est beaucoup pour la famille Hawkes. Alors, est-ce qu'il peut appeler Brian Hawkes et lui expliquer comment est-ce qu'il va payer ces 40 000 $ de plus? Est-ce qu'elle doit hausser les coûts pour les Canadiens ou est-ce que la production devrait être réduite de sorte que les Canadiens soient forcés d'importer la nourriture de fermes étrangères polluantes? La secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, il y a quelques jours, les conservateurs ont voté contre les intérêts des agriculteurs. Ils ont aussi voté contre des mesures pour appuyer la participation des femmes dans l'économie et contre le fait d'avoir des produits de menstruation gratuits et aussi contre la subvention à la garde d'enfants. Qu'est-ce que les conservateurs ont contre les mesures qui visent les femmes? La députée de Peterborough-Kawartha. Merci, Monsieur le Président. Bon, les libéraux essaient de détourner le sujet. Chaque fois qu'ils ont tort, ils détournent le sujet. Alors, voici les faits. Le premier ministre a fait en sorte que le coût du logement a doublé. Et sous sa houlette, le recours aux banques alimentaires a atteint un record de l'histoire du Canada. Et nous sommes 35 sur 38 relativement à la santé mentale chez les jeunes du pays de l'OCDE. Et ils s'en prennent aussi aux agriculteurs. Monsieur le Président, vont-ils supprimer la taxe sur le carbone et rendre la vie abordable? Tout le monde sait ce qui se passe. Et ils ne disent pas la vérité. Okay, this is my disappointed... Bon, ça, c'est mon visage de quelqu'un qui est déçu. Alors, on ne peut pas dire si ils disent ou non la vérité. Alors, s'il vous plaît, pesez vos mots. La leader du gouvernement en chambre. Merci, Monsieur le Président. Bon, ils veulent parler de changer le sujet? Eh bien, parlons des votes qu'ils ont enregistrés la semaine dernière. Il n'y a qu'une seule personne en face qui a tenu tête au style de gestion de type MAGA du chef conservateur, et c'est le député de Lethbridge. Et inaudible pour l'interprète. Mr. Speaker, just a couple of days ago, they voted against Canada's NATO mission in Ukraine. Mr. Speaker, they don't need to stop deflecting. They should be honest with Canadians about why they're not supporting Ukraine. Is it because there are several members that are MAGA-style conservatives? It's a question Canadians need to ask. Thank you, Mr. Il n'y a pas de traduction, c'est trop fort. OK.
L'interprète regrette, mais il y avait trop de bruit pour entendre la réponse. Embarrassing deflection from... Le député de Battle River Crawford, c'est embarrassant. Ils envoient des turbines qui permettent de financer la guerre de Poutine. Ils devraient avoir honte. Ils ont abandonné l'Ukraine. Et, Monsieur le Président, il y a un producteur de dindons à qui je me suis adressée aujourd'hui. Il paie 30 000 $. Il a payé 30 000 $ de taxes sur le carbone l'année dernière. Et lorsque la taxe sera quadruplée, ce sera plus de 120 000 $. Alors, j'ai une question très simple à poser. Est-ce qu'ils s'attendent à ce qu'il hausse le coût de son produit ou à ce qu'il réduise sa production de sorte que les Canadiens doivent se tourner vers des fermes étrangères?